Un sujet qui est tout autre, mais commun à l'ensemble des communes et métropoles de France, à savoir le débat d'orientation budgétaire. Nous avons tenu à avoir ce débat. Ce n'était pas quelque chose d'assuré préalablement, mais les grandes agglomérations se sont donné cet objectif d'adopter ce débat d'orientation budgétaire qui permet tout à la fois de faire le point sur les orientations et l'environnement national. Je propose à notre collègue Jean-Claude Girard, qui présentera le débat d'orientation budgétaire, de ne pas trop s'étendre sur ce sujet, parce que personne ne sait exactement ce qui va se passer. Je pourrais résumer les choses de la manière suivante. Si le Sénat arrive à faire une commission mixte paritaire conclusive, eh bien, l'addition, tout en étant salée, sera supportable par la métropole. Quand je dis salée, il faut entendre de l'ordre de 2 milliards d'euros hors CNRACL, augmentation de la CNRACL, qui représente au niveau national 1,2 milliard d'euros à peu près. Mais le rapport présenté par la ministre des Comptes publics, tout compris, représente un effort de 7 milliards d'euros. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai l'engagement du président du Sénat, que j'ai encore vu avant-hier soir, que ça sera de l'ordre de 2 milliards d'euros pour le Sénat, mais tout dépendra de la CMP, à savoir si elle est conclusive ou pas. En l'état de nos informations, il y a peu de chances, malheureusement, qu'elle le soit. Et donc, si tel était le cas, c'est-à-dire si elle n'était pas conclusive, nous nous retrouverions dans une situation que nous avons connue l'année précédente, puisque une loi de finances spéciale serait présentée et adoptée, à n'en pas douter, pour que nous ne nous retrouvions pas dans une situation identique à ce qu'on pourrait appeler à l'anglaise, à l'américaine plus exactement, un shutdown. Et donc, c'est-à-dire ne plus avoir de budget, ne plus pouvoir payer et rémunérer les agents de la fonction publique, etc., etc. Donc, si une telle décision était prise, eh bien, il faudrait recommencer au mois de janvier à élaborer un projet de budget qui pourrait être bien évidemment adopté, mais les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets. Cette fois-ci, il pourrait être l'objet d'une motion de censure. Donc, la loi de finances permet de consommer par 12e le budget de 2025. C'est pas très bon pour notre environnement international, même si tout le monde considère, enfin beaucoup de personnes considèrent que ça n'a pas d'importance, mais les taux d'intérêt ont une importance certaine sur le budget de notre pays. Et donc, nous pourrions à ce moment-là avoir la nomination d'un nouveau gouvernement par le président de la République. Je ne veux pas extrapoler. Espérons que la commission mixte paritaire de fin décembre soit conclusive, parce que d'abord, il y va de notre intérêt. Si tel n'était pas le cas, la métropole de Dijon, je parle bien de la métropole, parce que c'est essentiellement les EPCI qui sont aujourd'hui visés d'une manière globale, les communes étant allégées, a priori, de certaines contributions. C'est surtout les métropoles qui seraient concernées, et ça pourrait, le montant total pourrait atteindre de l'ordre de 10 millions d'euros sur la métropole de Dijon, ce qui changerait bien sûr les perspectives à l'horizon. Heureusement, ce que va nous dire notre collègue Jean-Claude Girard, c'est que les finances sont saines, elles sont bonnes, la métropole a été bien gérée, l'endettement est bas, et il a diminué de moitié en 10 ans, se situe aujourd'hui à, par exemple, 3,5 années ou quelque chose comme ça de capacité de remboursement. L'épargne brute, l'épargne nette sont bonnes, les projets d'investissement sont forts, donc la situation est ici suffisamment forte pour nous permettre d'assumer les deux situations. Mais bien évidemment, ce n'est pas la même chose en termes, bien sûr, de prélèvement sur nos recettes réelles de fonctionnement.
Sans plus tarder, cette présentation globale faite, je cède la parole à Jean-Claude Girard. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, Monsieur le Président, le contexte national complique de façon extrême le montage des budgets des collectivités qui manquent de visibilité pour se projeter même en N+1. Et je tiens à cet instant à remercier vivement les services pour le volume et la qualité du travail fourni pour préparer ce débat d'orientation budgétaire. Grâce à une gestion stricte, vous l'avez dit, des dépenses de fonctionnement, à une bonne dynamique des bases d'imposition directement liées à l'attractivité de notre métropole et à la mise en œuvre du pacte financier et fiscal approuvé en 2022, pacte financier et fiscal, un élément essentiel et incontournable de la stabilité budgétaire de la métropole, ce débat sur les orientations budgétaires générales peut être abordé, certes avec prudence, mais en toute sérénité. D'ailleurs, le vote du budget primitif 2026 vous sera proposé, mes chers collègues, au cours de la séance en décembre 2025. Une métropole résiliente dans une période marquée par une succession de crises. Durant le mandat en cours, Dijon Métropole, comme l'ensemble des collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, a dû faire face à une succession de crises. La pandémie de Covid-19, la crise énergétique 2022-2023, marquée par une très forte augmentation des prix du gaz et de l'électricité, la forte poussée inflationniste en 2022-2023, la situation dégradée des finances publiques françaises et la crise climatique structurelle. Forte d'une assise financière consolidée, entre 2014 et 2020, Dijon Métropole aura traversé avec résilience cette période difficile, grâce notamment à un pilotage budgétaire prudent et, je le redis, à la mise en œuvre du pacte financier et fiscal. D'ailleurs, il faut le rappeler, la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, dans son rapport définitif, a confirmé que la métropole présentait, tant du point de vue du budget principal que dans le cadre d'une approche consolidée, une situation financière saine, avec une capacité d'autofinancement net supérieure à 25% des recettes de gestion et une capacité de désendettement proche de 5 ans. Elle relevait également que la métropole s'était désendettée pendant la période sous revue et que sa capacité d'autofinancement s'était consolidée. Ce n'est pas que le président en charge des finances qui le dit, mais c'est bien la Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté. Il est d'ores et déjà acquis et assuré que la situation budgétaire restera saine à l'issue de l'exercice 2025, quatrième exercice de mise en œuvre du pacte financier et fiscal, avec tout budget confondu, une capacité d'autofinancement brut toujours solide. Il apparaît qu'elle sera supérieure à 75 millions d'euros en fin d'année, avec une marge d'erreur maximale entre moins 5 et plus 15%. Comme l'a précisé Monsieur le Président, le désendettement se poursuit avec un encours de dette qui devrait atteindre environ 216,1 millions d'euros au 31/12/2025, soit un désendettement de plus de 200 millions d'euros par rapport au pic de 416,6 millions d'euros au 31/12/2023, qui était lié d'ailleurs au projet structurant du tram. La capacité de désendettement se rapproche, voire inférieure à 3 années. Contexte général d'élaboration du budget primitif 2026, climat et biodiversité, une politique systémique pilote pour agir au-delà des limites du seul budget métropolitain. La métropole a, vous le savez, l'obligation réglementaire de réaliser un plan climat-air-énergie territorial. Les orientations définitivement adoptées en juin 2025 ont été bien au-delà du cadre fixé, en prenant en compte sur le même plan et de façon mêlée la question du réchauffement climatique et celle de l'effondrement de la biodiversité. Le plan climat et biodiversité métropolitain propose des repères, un cadre de référence et une méthode qui contribuent à une mise en mouvement de l'ensemble des acteurs du territoire métropolitain et au-delà. Dijon Métropole entend ainsi jouer un rôle d'autorité facilitatrice en matière de transition écologique. Deuxième point, perspective macroéconomique 2026. Une conjoncture particulièrement incertaine, ce qui a été évoqué,
avec un scénario central de faible croissance, d'inflation modérée et de dégradation des conditions d'emprunt public de la France. La deuxième partie du mandat 2020-2026 s'inscrit dans un contexte international également particulièrement complexe. De manière générale, les prévisions budgétaires du gouvernement et des organismes internationaux demeurent plus que jamais incertaines. Le projet de loi de finances est construit sur une hypothèse de relative résistance de l'économie française, avec une croissance prévisionnelle estimée par le gouvernement à plus 1,1% du PIB en 2025. Pour l'année 2026, le gouvernement tape sur une très légère remontée de l'inflation à plus 1,3%. Un dérapage persistant du déficit et de l'endettement public en France depuis 2023, en l'absence de crise majeure, nécessitant d'engager une trajectoire de redressement impliquant les collectivités locales. La situation budgétaire de la France s'est avérée significativement plus dégradée que ne le prévoyait la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, avec en particulier un creusement en 2024 supplémentaire du déficit à hauteur de moins 5,8% du PIB, ce qui a fait par rapport à 4,4% initialement prévu, soit un dérapage de plus de 40 milliards d'euros. Fin 2024, la dégradation de la situation budgétaire de la France apparaît d'autant plus inquiétante que, d'une part, ce dérapage est intervenu hors période de crise majeure et que, d'autre part, elle est intervenue à contre-courant des autres pays membres de l'Union européenne, lesquels sont, pour la plupart d'entre eux, parvenus à consolider leur situation budgétaire suite à la crise de la Covid. Des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026, de nouveau construits dans un objectif de redressement des finances publiques. Le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ont été construits dans un objectif de réduction du déficit public à hauteur de 4,7% du PIB en 2026. L'atteinte de cet objectif nécessiterait un effort budgétaire global approximatif d'un peu plus de 30 milliards d'euros supplémentaires. Et le gouvernement a fait le choix, dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, de demander un effort budgétaire très important, voire disproportionné aux collectivités locales. Les différentes mesures qui pourraient être mises en œuvre, je vous les présenterai ultérieurement et je donnerai même les estimations de leur impact sur le budget métropolitain. Je vais bien sûr évoquer les priorités d'action et les objectifs financiers pour l'élaboration du budget primitif 2026. Le projet de budget primitif 2026 s'articulera autour de plusieurs priorités transversales dans la continuité et en cohérence avec les orientations définies par le projet métropolitain, le plan climat et biodiversité pour la période 2024-2030 et avec les priorités définies par les précédents rapports sur les orientations budgétaires, inchangées et réaffirmées et mises en œuvre avec constance depuis le début du mandat. Point essentiel, un maintien d'un haut niveau d'investissement indispensable pour la transition climatique et le développement du territoire. Conformément aux orientations définies par le pacte financier et fiscal 2022-2026, les dépenses d'équipement de la métropole resteront particulièrement élevées et volontaristes en 2026. Elles devraient ainsi atteindre un volume prévisionnel entre 105 et 110 millions d'euros dans le projet de budget 2026. Une métropole résolument engagée dans les dynamiques de transition climatique, écologique et énergétique pour la préservation de la biodiversité. Dans la continuité des années précédentes, le budget primitif 2026 s'inscrira de nouveau pleinement dans cette dynamique avec un programme d'action extrêmement volontariste en la matière, avec entre autres la production et le recours croissant aux énergies renouvelables, à l'exploitation du nouveau centre de tri, à la poursuite du développement de la collecte des déchets alimentaires, au développement des modes de déplacement actifs, à l'amélioration de la performance du réseau de transport public urbain, avec la recherche volontariste d'économie d'énergie, prise en compte de la gestion durable du petit cycle de l'eau et un élargissement vers le grand cycle de l'eau,
et avec des démarches de plus en plus nombreuses conduites en matière de connaissance et de préservation de la biodiversité. Une stratégie ambitieuse en matière de développement économique et d'enseignement supérieur. Les grandes orientations des développements économiques seront la poursuite de la stratégie d'attractivité exogène des investisseurs et d'accompagnement des projets de développement du territoire par Dijon Bourgogne Invest, le renforcement du partenariat avec les acteurs du développement économique de la métropole, le soutien aux filières d'excellence du territoire, d'accompagnement ciblé sur la densification de l'offre d'hébergement dédiée, la poursuite du portage d'aide aux entreprises avec à la fois de l'aide à l'immobilier d'entreprise et le soutien aux projets innovants d'entreprises de territoire dans le cadre du Fonds régional d'innovation. À noter également, avec comme des priorités sur les actions renforcées en faveur de l'entrepreneuriat, la continuité de l'aménagement des zones d'activité, la poursuite du déploiement du dispositif de territoire d'industrie Bourgogne Invest. Vous le savez aussi, Dijon Métropole est une métropole du quotidien et de la proximité. Dijon Métropole constitue une intercommunalité de proximité avec ses compétences en matière de voirie au sens large, incluant l'éclairage public et l'entretien des espaces verts, et les accessoires de voirie, avec des attentes importantes et croissantes des citoyens en la matière. Dans le cadre du projet de BP 2026, seront intégrés un effort budgétaire conséquent pour les travaux de voirie et de proximité, la poursuite du développement des modes de déplacement doux actifs, la consolidation des effectifs des services en charge de la propreté et de la proximité, dans l'objectif de répondre aux attentes des citoyens en la matière, et la poursuite du développement et de l'amélioration de l'application mobile On Dijon. Dijon Métropole est également une métropole tournée vers les plus fragiles. Depuis plus de 5 ans, Dijon Métropole développe une action sociale singulière, prenant appui sur des compétences qui lui ont été transférées en 2020 en l'application de la loi Notré. Celle-ci prend la forme d'un portage d'actions et de dispositifs qui apportent directement des réponses concrètes aux usagers des services sociaux. L'implication de Dijon Métropole en matière sociale se veut résolument préventive et nettement tournée vers un accès inconditionnel aux droits. Les objectifs financiers et fiscaux. Malgré les évolutions majeures intervenues en termes de contexte économique et politique, Dijon Métropole a pu garder le cap qu'elle s'était fixé dans le cadre du pacte financier et fiscal, avec une situation financière et en particulier une capacité d'autofinancement consolidée depuis 2022. Cette consolidation s'est avérée a posteriori particulièrement indispensable au regard des importants efforts demandés par l'État en vue de contribuer au redressement des finances publiques. Dans ce cadre général, les principales orientations financières et fiscales pour l'exercice 2026 seront un maintien des taux de fiscalité métropolitains à des niveaux inférieurs aux moyennes nationales. Depuis plusieurs années, et hormis la hausse ponctuelle du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en œuvre en 2022, Dijon Métropole applique une politique de stabilité des taux d'imposition, rendue possible à la fois par le dynamisme des bases liées au développement économique du territoire, ainsi que par la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. Cette modération fiscale a ainsi conforté le positionnement favorable de Dijon Métropole à l'échelle nationale, avec des taux d'imposition significativement inférieurs aux moyennes nationales. Donc, je souligne, l'année 2026 sera de nouveau marquée par une stabilité de l'ensemble des taux d'imposition de Dijon Métropole. Une capacité d'autofinancement brut et net consolidée au cours des dernières années et désormais à préserver autant que possible en 2026 afin de pouvoir continuer à agir pour soutenir l'économie locale, développer le territoire, accélérer la transition écologique et soutenir ses objectifs ambitieux en matière d'investissement. Je vous rappelle 500 millions d'euros sur la période 2020-2026, particulièrement en 2026 avec un investissement prévisionnel de près de 110 millions d'euros, plus ou moins 5% près. Le maintien d'une capacité d'autofinancement élevée constitue un enjeu majeur pour Dijon Métropole. Pour 2026, l'inflation toujours limitée,
la relative accalmie sur les marchés d'énergie, les taux d'intérêt court terme relativement modérés et la nouvelle recette conséquente reçue par la métropole depuis 2025 en tant que bénéficiaire du FPIC auraient théoriquement dû permettre de stabiliser, voire de conforter la capacité d'autofinancement de la métropole. Cependant, sur la base de la version initiale du projet de loi de finances, l'effort budgétaire demandé par Dijon Métropole passerait par une importante ponction en vue d'alimenter le deuxième millésime du dispositif d'ILICO, une hypothèse de prélèvement de 2,8 millions d'euros retenue pour la construction du budget primitif, une très forte baisse et une quasi-disparition possible de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, dont le montant pourrait chuter de 2,5 millions d'euros en 2026. La coupe massive qu'appliquerait l'État sur les compensations fiscales afférentes aux locaux industriels, estimées en ordre de grandeur de 1,4 million d'euros. Le fort relèvement, plus 3 points en 2025, des taux de cotisation patronale à CNRACL, charge budgétaire supplémentaire d'environ 650 000 euros en 2026. Les conséquences des modifications du mode de fonctionnement des fractions de TVA décidées successivement en 2025 et 2026 pour environ 2 millions d'euros. La suppression du FCTVA attribué aux collectivités locales au titre de certaines dépenses de fonctionnement, perte de recettes de l'ordre de 100 à 150 000 euros par an. Au-delà de ces efforts très importants, sur la section de fonctionnement s'ajoute également la réforme possible des modalités de versement du FCTVA pour les EPCI tels que Dijon Métropole. Le coût global de ces mesures pourrait avoisiner 8 à 10 millions d'euros pour Dijon Métropole. C'est 8 à 10 millions d'euros qui viennent s'ajouter aux efforts déjà consentis les années précédentes. Pour ce qui concerne l'année 2026, l'objectif de la métropole sera, au stade du budget primitif comme en exécution budgétaire, de garantir tout budget confondu une capacité d'autofinancement brut supérieure à 60 millions d'euros, une épargne nette supérieure à 40 millions d'euros. Ce niveau d'épargne brute garantirait ainsi un niveau maximal de capacité de désendettement inférieur à 4 années au compte administratif 2026, toujours très largement inférieur au seuil de vigilance de 10 à 12 ans. Enfin, un réendettement modéré au stade du budget 2026, soutenable et pouvant être limité en exécution budgétaire. Dans un contexte de maintien d'un haut niveau d'investissement en 2026, le projet de budget primitif se caractérisera par un réendettement prévisionnel de Dijon Métropole, estimé en ordre de grandeur entre plus 20 et 25 millions d'euros par rapport à l'encours prévisionnel au 31/12/2025. Cependant, avec la reprise des résultats de l'exercice 2025 au moment du budget supplémentaire 2026, permettra de réduire ce rendettement aux alentours de 10 millions d'euros. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, les orientations budgétaires pour 2026. Merci. Sur ce rapport, qui demande la parole? Alors, dans l'ordre, je prends de toute façon ici, c'est plus pratique qu'à la ville, ça vient dans l'ordre. Donc, j'ai Monsieur Bichot, me dit là. C'est ça, voilà. Monsieur Bichot d'abord, Monsieur Muller ensuite et Monsieur Laurent Bourguignon. Et chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire présente la particularité, tout le monde l'a bien en tête, de se tenir à la veille des élections municipales, puisque nous sommes à 3 mois et demi de ce scrutin. Il a le mérite de constituer un document très complet qui éclaire les enjeux de notre collectivité à la fin de ce mandat et pour l'avenir. Je ferai 3 observations du côté des dépenses, du côté des recettes et du côté de l'équilibre financier. Du côté des dépenses, nous l'avons dit à plusieurs reprises, un certain nombre de projets que vous avez engagés nous paraissent moins utiles que d'autres. Je pense en particulier à votre programme sur l'hydrogène, particulièrement coûteux et hasardeux, sur lequel en 2026 vous projetez d'inscrire 12 millions d'euros.
Je pense également au programme On-Dijon, qui a dérapé de près de 40% pour la partie relevant de la métropole, pour atteindre 114,5 millions d'euros. Là aussi, des inscriptions budgétaires importantes sont prévues. Je signale simplement toutes les difficultés que nous pouvons constater aujourd'hui avec les pannes d'éclairage public. Je mentionne aussi votre politique de l'habitat et de l'urbanisme. Nous ne partageons pas la même vision sur la densification, sur l'harmonie architecturale, sur la politique du peuplement. Je voudrais également mentionner notre désaccord sur l'usine d'incinération et son dimensionnement. Nous sommes partis d'un projet que vous évoquiez pour un coût de 60 millions d'euros. Nous sommes maintenant à 183 millions d'euros, plus 8 millions d'euros de raccordement, pour le raccordement au réseau de chaleur. Ce projet nous paraît surdimensionné par rapport à la politique tout à fait louable d'amélioration du tri des déchets. Je ne parlerai pas ici du projet de tram 3. Vous savez que nous souhaitons repartir des besoins des Dijonnais en matière de déplacement plutôt que de partir d'une solution toute faite. En revanche, je voudrais aussi signaler l'insuffisance des crédits pour la voirie. Vous évoquez une dotation de 21 millions d'euros qui comprendra y compris les 3 millions d'euros pour les vélos. Les besoins en termes de maintenance, les besoins en termes de remise à niveau, les besoins en termes d'adaptation de la voirie sont considérables. Et je pense notamment aux conflits d'usage qui se multiplient. Encore tout récemment, une personne a été renversée par une trottinette sur un trottoir avenue Jean Jaurès. Du côté des recettes, je voudrais mentionner que vous prenez un engagement en ce qui concerne les taux, de stabilité des taux, uniquement pour l'année 2026. Et au contraire, vous évoquez pour le futur un rapprochement avec les autres métropoles qui augure d'une perspective d'augmentation des taux si vous étiez renouvelé dans la majorité à cette métropole. Une petite ligne seulement dans tout ce rapport qui est très complet, plus de 160 pages, une petite ligne seulement pour évoquer les 11 millions d'euros liés au stationnement, une recette qui a explosé depuis quelques années et les Dijonnais et autres habitants de la métropole le ressentent lourdement donc, dans leur budget, qu'il s'agisse donc du paiement spontané ou du forfait post-stationnement, indépendamment par ailleurs des amendes. Donc voilà du côté des recettes ce que je souhaitais souligner. Du point de vue de l'équilibre financier, je constate qu'une nouvelle fois vous nous annoncez un réendettement. Seulement, ça fait déjà 3 ou 4 ans que vous nous annoncez un réendettement. Donc il devient difficile de croire les débats d'orientation, les documents d'orientation budgétaire que vous présentez. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2025, vous annonciez un réendettement et qu'on a eu une baisse de la dette de 23,3 millions d'euros. Et un déficit, un excédent tout à fait considérable. Donc, je dirais, prenons sur ce point-là vos documents de prospective budgétaire avec beaucoup de prudence. Et je voudrais terminer sur le pacte financier et fiscal, celui qui avait été élaboré en 2022, reposé sur des hypothèses dès le départ erronées, mais qui se sont avérées complètement décalées par rapport aux réalités. Malheureusement, ce pacte n'a pas été révisé à mi-parcours comme cela était prévu. Et bien sûr, ce sera un sujet très important pour l'avenir. Merci beaucoup. Oui. Alors, quelques remarques, j'entends ce que vous dites. Si on prend même point par point, je vais le faire. L'hydrogène, oui, on est peut-être parti un peu tôt, mais bon, on est dans une période d'incertitude en matière de mobilité sur quelle sera ou quelles seront demain les formes nouvelles de mobilité. Est-ce que ça sera avec l'hydrogène, avec l'électricité, avec les déplacements électriques, avec d'autres moyens? On ne le sait pas encore. C'est vrai qu'on était frappé de beaucoup de difficultés sur ce dossier, je ne le nie pas. Je pense à la faillite de Van Oel, je pense qu'il nous fera faire des économies par ailleurs. Van Oel va nous faire des économies puisqu'on va être obligé d'acheter, on le regrette d'ailleurs,
des bus qui ne fonctionneront pas à l'hydrogène ni à l'électrique. Mais on les paiera beaucoup moins cher. Donc ça fera rentrer de l'argent dans les caisses ou moins en dépenser, si vous voulez. Sur l'habitat, l'urbanisme, vous savez, on participe beaucoup à l'accompagnement de MaPrimeRénov'. Ça concerne beaucoup de maisons individuelles. On y consacre pas loin de 350 000 euros, 300 000 euros par an. C'est pas rien. C'est pour permettre à des propriétaires individuels de mettre leur maison aux normes. Et nous accompagnons l'ANA à hauteur de 10 à 15% de tous les projets de l'ANA qui y met sur Dijon des sommes beaucoup plus importantes de millions d'euros. Votre politique du peuplement, ça ne veut rien dire. Si vous ne voulez pas loger les gens, vous allez avoir des difficultés si un jour vous êtes en responsabilité, mais je crois que vous ne le serez pas. Sur les investissements prévus sur l'UVE, oui, nous avons des investissements importants et nous les assumerons, comme nous assumerons ceux sur le tram. Nous ne voulons pas faire de busway, comme ça avait été évoqué par votre parti politique de l'époque. Nous voulons un tramway et nous voulons une troisième ligne de tram qui nous facilitera et facilitera surtout aux habitants de la métropole les déplacements. Vous nous dites qu'il y a eu un accident en trottinette avenue Georges Jaurès. Oui, si vous êtes capable de diriger une collectivité comme une métropole sans avoir un accident de temps en temps, aussi regrettable ce soit, eh bien, c'est que vous ne connaissez rien à la réalité. Mais quoique, vu que vous habitez à Paris, vous devez en voir beaucoup plus des accidents en trottinette. Vous avez essayé de nous faire croire d'ailleurs que vous aviez eu un accident de trottinette ou de vélo, je ne me rappelle plus, en vous faisant photographier rue de la Liberté, alors que c'était faux. Ça vous ressemble bien finalement, ce genre de fausseté de présentation. Enfin bon, poursuivons. Sur les recettes, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que la ville est attractive qu'il y a des recettes de fonctionnement, de stationnement. Et donc c'est très bien. Et puis, je remercie les services, je voudrais le faire ici, pour les prévisions budgétaires. Les services tiennent évidemment, et c'est leur rôle, à nous alerter sur des difficultés qui pourraient apparaître quand on présente le débat d'orientation budgétaire. Parce que cette année, par exemple, il y a une agglomération, mais vous l'avez bien connue, l'agglomération de Beaune, elle ne présente rien. Donc ils attendent pour faire le DOB après les élections. Donc nous, on prend les responsabilités, on le fait aujourd'hui. Effectivement, ça ne sera pas la même chose, je l'ai dit, si on a une ponction de 10 millions d'euros sur nos recettes réelles de fonctionnement, ou si une ponction de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, oui. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce moment. C'est un bon bilan, c'est difficile à critiquer, vous le savez, bien évidemment, mais vous êtes dans votre rôle et c'est ainsi que la démocratie avance, en respectant la réalité des choses. Monsieur Muller a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Une brève intervention au sujet de ce débat d'orientation budgétaire. Je commencerai, comme je l'ai fait pour la ville, par réitérer mes remerciements au service finance de la métropole, service mutualisé, pour la qualité du rapport qui nous est présenté. Cet exercice relève une fois encore du funambule. Il s'inscrit dans un contexte international particulièrement inquiétant et dans une crise de régime profonde, sous fond de dette publique inédite. Si un budget devait finalement être adopté, il porterait sans doute le sceau de l'austérité, notamment pour les collectivités. Concernant la santé financière de la métropole, je n'ai pas de remarque, elle est excellente. Je regrette cependant, comme chaque année, l'absence d'une vision à moyen terme dans ce débat d'orientation budgétaire, pas de prospective financière, pas de trajectoire claire, alors même que les incertitudes que je viens d'évoquer devraient nous y pousser. L'exercice est difficile. Le climat d'instabilité budgétaire devient presque la norme, au point de faire passer les périodes de calme relatives des années précédentes pour une anomalie. En poussant la réflexion, on pourrait même dire, à la suite d'Edgar Morin, que notre système produit lui-même intrinsèquement ses propres crises. Faut-il pour autant céder au repli ou à la paralysie? Certainement pas, au contraire, puisque les crises ne vont pas disparaître, il nous faut plus que jamais de l'audace et de l'ambition. D'autant plus que certaines crises majeures, parfaitement identifiées et en grande partie encore atténuables, comme le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, sont déjà à nos portes.
Notre devoir est clair, préparer dès maintenant notre territoire au choc à venir. Or, s'agissant des grands dossiers structurants, les déchets, les mobilités, l'urbanisme, l'alimentation et l'énergie, vous connaissez nos positions, je ne les détaillerai pas ici. La métropole n'est pas à la hauteur des enjeux. Notre capacité collective à affronter ces crises, la stratégie et les moyens que nous mettrons en œuvre dans le prochain mandat seront au cœur des interrogations des habitantes et des habitants et constitueront l'un des thèmes forts de la campagne à venir. Pour conclure sur la nécessaire bifurcation de nos projets métropolitains, et pour le dire autrement, il est temps que la métropole change d'air. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Muller. Merci pour la tonalité de votre intervention par ailleurs. Monsieur Bourguignat. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier à mon tour Jean-Claude Gérard, le vice-président en charge des finances, pour son exposé, ainsi que les services pour la qualité du rapport d'orientation budgétaire. Je voudrais formuler 4 remarques. Premièrement, je partage votre agacement sur l'offensive de l'État contre les collectivités locales, qui, rappelons-le, doivent, elles, respecter la règle d'or lors de l'élaboration de leur budget et qui ne représentent par ailleurs qu'une part tout à fait marginale de la dette publique. Les prélèvements, en particulier le doublement de la participation au DILICO, servent en vérité à venir en secours à un État absolument incapable de se réformer. Et mes chers collègues, si notre effort servait réellement à quelque chose, peut-être y consentirions-nous. Mais nous savons d'avance qu'il s'agit de remplir les tonneaux des Danaïdes tant que la France ne se libérera pas de cette dérive technocratique qui la mine. J'en viens, et c'est mon deuxième point, au budget de Dijon Métropole. Alors ce budget se construit sur une hypothèse d'épargne brute à 60 millions d'euros et d'épargne nette à 40 millions d'euros. C'est pourquoi, comme chaque année, j'affirme que la hausse de la part métropolitaine de la taxe foncière en 2022 aurait pu et aurait dû être évitée. Elle est impressionnante quand on l'exprime en pourcentage, puisqu'elle est de 140%. Elle rapporte 3 millions d'euros chaque année à la métropole. Ce sont 3 millions d'euros prélevés en trop sur les contribuables, en particulier sur les classes moyennes, alors qu'il faut au contraire préserver, par ces temps difficiles, leur pouvoir d'achat. Troisièmement, sur le fond, alors que la sécurité reste la première attente des Français, y compris vis-à-vis des élus locaux, je regrette qu'elle ne soit pas du tout abordée dans la préparation du budget. Alors bien sûr, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la première compétence de la métropole, mais je pense qu'il faut sortir des raisonnements strictement en silo. Chaque niveau de collectivité peut apporter une pierre à l'édifice, et la métropole devrait peut-être se doter d'un plan transversal, un plan d'action transversal sur le sujet de la sécurité et de la tranquillité publique, avec notamment l'enjeu de la sécurisation du réseau de transport en commun. C'est vrai que l'engagement de mettre en place au cours de la mandature une police métropolitaine, eh bien cet engagement ne sera pas tenu. La sécurisation des parkings publics, l'éclairage public et bien sûr l'urbanisme. Nos documents d'urbanisme devraient intégrer, à mon sens, cette problématique de sécurité publique avec ce qu'on appelle la prévention situationnelle, c'est-à-dire des aménagements urbains pensés pour dissuader le passage à l'acte et pour faciliter les interventions, le cas échéant, des forces de l'ordre. Quatrième point, sur l'urbanisme, justement, la révision du PLUI HD est très attendue, vous le savez, pour revenir à un rythme raisonnable de construction et améliorer la qualité de vie des habitants dans nos quartiers, dans nos communes. Or, à ce stade, je ne vois aucun crédit prévu en 2026 pour préparer cette révision du PLUI, parce qu'on sait qu'une révision de PLUI, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'études, et donc nous aurions pu inscrire dès 2026 de premiers crédits. Voilà, mes chers collègues, si je me résume, réinterroger le montant de la taxe foncière, prendre en compte de façon transversale les enjeux de sécurité, anticiper la future révision du PLUI. Voici quelques suggestions constructives qui pourraient peut-être, même si les délais sont courts, encore être intégrées au budget que nous examinerons ensemble en décembre. Je vous remercie. Merci de vos interventions aux uns et aux autres. Tout le monde a bien compris la situation délicate, pas de la métropole, des collectivités locales, pour élaborer non pas un débat d'orientation budgétaire, ça on peut toujours le faire, et nous le faisons, mais surtout un budget 2026 dans la période d'incertitude telle que l'a dépeinte tout à l'heure
notre Jean-Claude Girard, le vice-président aux finances, et moi-même, et que vous connaissez, bien évidemment. Effectivement, la situation est extrêmement difficile. Voilà. Moi, je voudrais rappeler quelques chiffres qui vous permettront de vous situer. Combien par exemple, une ville comme Dijon, c'est combien de kilomètres carrés? C'est 40. 40 kilomètres carrés. Il y a combien d'habitants au kilomètre carré en densité? Vous le savez tous, bien sûr. C'est à peu près 3950. Voilà, 4000 au maximum, 3950. Toutes les villes dont vous me parlez souvent, et qui sont des villes gérées par d'autres formations politiques, c'est au-dessus de 4000, largement au-dessus de 4000. Mais vous avez la capacité à regarder vraiment, réellement ce qui se passe ailleurs. Et donc, bien évidemment, on n'est pas obligé d'atteindre la densité d'une ville comme Toulon, où on est à plus de 4500. Je ne parle pas de l'été, je parle en année pleine. Voilà. Donc, la densité de la ville de Dijon est tout à fait acceptable, bien évidemment. Si les gens étaient si mécontents, sincèrement, aujourd'hui, je peux vous dire ça, puisque moi, je ne prétends pas emmener la prochaine liste. Vous le savez, il y a une maire pour ça, elle le fera. Mais sincèrement, si les gens étaient si mécontents de notre politique dite du peuplement, mais en réalité qui est une politique de construction, il faut à peu près 750 logements pour la ville pour maintenir sa population. Il en faut 1000 pour la métropole à peu près pour maintenir sa population. Nous progressons légèrement. Tout le monde est, vous interrogez des maires de toute sensibilité, que ce soit le maire d'Angers, le maire de Toulouse, le maire du Mans. Tout le monde regarde si la population évolue favorablement, un petit peu, beaucoup, passionnément. Et nous, on dit elle évolue bien et elle attire les gens. C'est pas sans raison que la population augmente. Je l'ai dit l'autre jour, même si c'était un mot qui déplaisait à certains, c'est parce que la natalité baisse aujourd'hui, mais le solde migratoire reste largement positif, heureusement. Alors, évidemment, dans le migratoire, il y a migration. Je vois bien, donc tout le monde s'imagine le déferlement. Non, nous accueillons les gens qui viennent ici. Il y en a même qui hésitent à dire les étrangers. Mais nous les accueillons aussi et nous sommes fiers de les avoir dans notre métropole, tous ces gens qui veulent habiter ici. Alors, il faut les loger. Alors, c'est ça un problème aujourd'hui, où on construit moins de logements, beaucoup moins de logements. Mais il y aura une crise majeure dans les 10 prochaines années. Pas moi qui supporterai tout ça. C'est vous, vous tous, les plus jeunes. Vous verrez ce que c'est que de ne pas construire assez de logements pour la population. Vous allez continuer de voir ainsi la promotion immobilière s'enrichir, petit à petit, les coûts augmenter et les gens protester. Et donc, c'est pas possible de ne pas loger les gens qui demandent à être logés. C'est la première des priorités dans l'action publique, avoir un toit. Mais ça ne semble pas vous préoccuper. Vous pensez qu'on peut s'étaler. Non, on ne peut pas s'étaler. Et il faut maintenant construire en densifiant raisonnablement. C'est pour ça qu'à Dijon, dans la métropole de Dijon, grâce d'ailleurs à ce que vous faites les uns les autres, les maires, nous avons une densité, ce que j'appelle une densité heureuse. Voilà, et bienveillante. D'ailleurs, les gens nous font confiance et ils vont continuer à nous le faire. J'en doute pas. Enfin, je l'espère, en tous les cas. Très respectueux du vote des uns et des autres. En tous les cas, merci pour vos interventions aux uns et aux autres. Oui, la prévention situationnelle, c'est quelque chose que j'évoquais il y a fort longtemps et je suis tout à fait conscient. Ça peut commencer par de l'éclairage public, par exemple. C'est un premier point. Après, c'est la présence humaine. Et ça, les forces de l'ordre, ça relève de l'État. Et donc, on n'a encore pas rattrapé les 10 000 postes de policiers qu'avait supprimé Nicolas Sarkozy. Il faut dire qu'il avait d'autres choses à faire à l'époque, si j'en crois ce qui se dit. Voilà. Mes chers collègues, je vous propose de poursuivre, enfin de donner acte. Je ne sais pas si on vote. Sur... Il faut voter. Il faut voter. Alors, je vais vous proposer, je comprends tous les votes des uns et des autres, qui est contre ce projet de DOB, d'orientation, ce débat d'orientation. Il faut donner acte. Oui, en donnant acte. Ça fait 25 ans que je le fais, alors je commence à connaître un peu. Donc, qui est contre nous donner acte de ce DOB? Personne, merci. Qui s'abstient? Personne. Il en est donc donné acte. Et chacun garde ses propositions pour d'autres débats. Je vous en remercie. Je vous propose...